Donc je vais laisser la parole à Franck Giroux peut-être pour qu'il nous parle de la création de sa BD azraïenne, d'où est partie cette histoire, pourquoi l'avoir écrit, pourquoi avoir eu le besoin d'écrire cette histoire. D'abord, Azraïenne se situe dans le fil de ce que j'écrivais avant, puisque ici nous sommes dans un festival dédié à la bande dessinée engagée, mais la bande dessinée engagée, entre guillemets, si on s'entend sur ce que ça signifie, j'en ai écrit depuis mes débuts, puisque le premier album publié il y a maintenant 30 ans tout juste, il est sorti à l'automne 82, ça s'appelait Louis Laguigne, et c'était l'histoire d'un ouvrier, ce qui était extrêmement rare à l'époque, libertaire qui plus est, qui traversait les soubresauts agitant l'Europe, puis l'Amérique entre les années 20 et 30. Ensuite, j'ai écrit une histoire sur les ralliés, un phénomène qui était très peu connu à l'époque. Ce sont les soldats souvent issus de la résistance qui se trouvaient dans l'armée française et qui passaient du côté Viet Minh. J'ai écrit également sur la pseudo-révolution roumaine et Azraïenne, une histoire sur la guerre d'Algérie était quelque chose d'assez logique. Mais au-delà de cette continuité cohérente dans ce que j'ai écrit, il y a aussi un élément personnel qui est intervenu. C'est que mon père a fait lui-même la guerre d'Algérie, et il l'a faite d'ailleurs dans des conditions assez dures, puisqu'il était appelé, mais il était dans les parachutistes et il combattait dans les Aurès. J'ai quitté la demeure familiale assez tôt, je n'avais que très peu de contact avec mon père depuis mes 20 ans, je voyais au mieux une heure ou deux par an, et je suis quand même tombé, en revenant chez ma mère, sur un carnet de guerre où il avait consigné toutes les photos prises pendant le conflit, avec un commentaire. Et mon père, qui est d'un milieu ouvrier, avait un commentaire extrêmement, je dirais, pas sec, mais dépourvu de tout pathos. Il était dépourvu d'idéologie politique et il imitait sa sensibilité, mais sans lyrisme. Et ces carnets de guerre, ces photos souvent terribles, commentées par un gamin de 20 ans qui sortait de son usine et qui était projeté pour la première fois hors de France, dans un pays qui était à la fois merveilleux, parce que c'était, lui connaissait une ville ouvrière, et tout d'un coup il se retrouvait dans un pays, un paysage fantastique, avec des mechtas, avec des oranges en hiver, et il était émerveillé, en même temps avec toute la violence de la guerre, toute l'absurdité de ces conflits. Et ça m'a profondément marqué, je me suis dit qu'il faut que j'écrive là-dessous. D'ailleurs, j'ai intégré dans le récit un personnage qui est mon père, avant de s'appeler Giroux, s'appelait Paturel, c'est bien de l'assistance publique, il a changé de nom, enfin je l'ai appelé donc Paturel dans l'album. Et cet album a été l'occasion d'un rapprochement avec lui, et je suis parti en repérage. J'ai mis très longtemps, c'est l'album que j'ai mis le plus longtemps parmi tous ceux que j'ai écrits à préparer. Entre le moment où j'ai signé le contrat chez l'éditeur et le moment où l'album est paru, se sont écoulés 10 ans, alors qu'en moyenne il s'écoule un an. C'est quand même quelque chose de très particulier. J'ai interviewé des appelés, j'ai interviewé des soldats d'actifs, j'ai interviewé des membres du BEL, du bureau de liaison, j'ai interviewé des pieds noirs. Et à un moment, je me suis heurté à un problème en poursuivant mes repérages en France, puisque c'était très difficile pour moi de trouver des gens qui avaient combattu du côté du FLN. Et je me suis dit, de toute façon, dans la mesure où je vais écrire sur l'Algérie, il va y avoir le problème. Je fais non pas un roman, mais une bande dessinée, donc c'est un récit, mais c'est aussi de l'image. L'image est quand même prépondérante, donc il va bien falloir que j'aille en Algérie. Et j'ai sauté sur l'occasion pour proposer à mon père de venir là-bas. Il m'a dit, tu sais, bon, ça fait 40 ans, j'ai pas que des bons souvenirs, et pour cause, en Algérie. Et en plus, il avait peur d'être frappé par un trop grand changement du pays. Bref, il a hésité, et il a même commencé par refuser. Moi, j'ai préparé mon voyage, et il se trouve que c'était en 93. On savait en France qu'il y avait des événements graves en Algérie, mais on n'avait pas idée du caractère dramatique de la situation. Et on sait, et là, 2 ou 3 jours avant mon départ, mon père m'a dit, finalement j'ai réfléchi, c'est idiot,
je vais peut-être pas vivre très longtemps après, est-ce que je regrette de ne pas être parti avec toi, mais je suppose qu'il n'y a plus de place dans l'avion. Et je lui dis, tu sais, la semaine dernière, le GIA vient de faire sauter l'aéroport d'Alger, donc je pense que l'avion sera vide, tu peux venir sans problème. Et en effet, il y avait des places, et on s'est retrouvés dans une situation très particulière pour mon père, puisque on est arrivé dans une ville qui était soumise au couvre-feu, et avec l'armée au carrefour, avec des automitrailleuses dans les carrefours, parce qu'on était vraiment en pleine guerre civile, en tout cas à Alger. Elle avait moins gagné la Kabylie. Et mon père s'est retrouvé dans une situation, il avait quitté l'Algérie 40 ans plus tôt, presque 40 ans, 37, 38 ans plus tôt, en période de guerre, avec justement l'armée au carrefour, et il se retrouvait dans la même situation. Et néanmoins, donc on a passé ces 15 jours assez extraordinaires. J'ai mis un petit moment à trouver les premiers combattants, les premiers moudjahidines. Une fois que j'en ai trouvé un ou deux, après j'en ai trouvé 10 et 20. Et j'avais écrit le synopsis avant de partir, et quand je suis revenu, évidemment avec tous les éléments que j'ai collectés au cours de ces 15 jours de repérage, j'ai réécrit le synopsis. Pour ceux qui ne connaissent pas la bande dessinée, le synopsis c'est la phase préparatoire, c'est un résumé, on raconte l'histoire sous une forme de nouvelle d'une dizaine de pages, et après on aborde le scénario proprement dit, c'est-à-dire le découpage, la mise en scène, les dialogues. Et donc j'ai réécrit le synopsis avant d'attaquer le scénario lui-même. Et donc dans cette bande dessinée, il y a bien sûr la continuité de ce que j'écrivais auparavant, mais il y a une charge émotive supplémentaire, je crois, du fait de l'intégration de mon père à la fois dans le repérage et dans l'histoire elle-même. Alors il s'agit d'une fiction, hein, c'est pas du tout un livre didactique sur la guerre d'Algérie, c'est une histoire qui se passe sur 2 jours, au printemps 1957, en Kabylie, et, mais alors que l'histoire est totalement fictive, elle est constituée d'éléments qui, eux, sont tous issus de témoignages de combattants, que ce soit algériens ou français. Même les anecdotes qui peuvent paraître très saugrenues, comme cette attaque de singes avec un coup de caillou dans un défilé, tout ça m'a été raconté par des témoins de l'époque. Et donc tu as parlé de charge émotionnelle, c'est vrai qu'aborder ce sujet est parfois très difficile encore. Parce que il y a beaucoup de familles en France qui ont été concernées par la guerre d'Algérie. On est nombreux à avoir un père, un oncle, un cousin qui a fait la guerre. Il y a aussi le point de vue algérien. Parfois, effectivement, beaucoup de bandes dessinées, de romans sont écrits avec le point de vue de la France, des Français. Et donc j'aimerais revenir au travail qu'a fait Michel et Jérôme, puisqu'ils ont confronté des points de vue de gens qui ont été concernés par la guerre, mais aussi qui ont un lien très fort avec l'Algérie. Donc j'aimerais qu'ils nous présentent le travail. Voilà. Bon, donc Dominique vous a dit tout à l'heure que chaque année, pour le festival, nous préparons un petit travail. Ce n'est pas tout à fait des bandes dessinées, ce sont des récits plutôt illustrés sur différents thèmes locaux. Et donc j'étais parti sur autre chose au départ, et puis c'est en allant présenter les mouchoirs de la colère dans un lycée que j'ai rencontré Laurent qui m'a dit tiens, mais ce serait quand même intéressant que tu fasses quelque chose pour l'Algérie cette année, c'est quand même le cinquantenaire des accords d'Évian. J'étais pas du tout prêt à ça, j'avais déjà choisi mon sujet, mais il a été convaincant. Et avec lui, donc, on a décidé effectivement de... Et puis comme en fait le thème était abordé au festival, dans la pré-programmation, j'ai dit bon là, on y va. Donc il m'a aidé à établir des contacts avec des gens que je connaissais plus ou moins, d'autres que je ne connaissais pas du tout, et puis avec des relations. On a comme ça pu rassembler une douzaine de témoignages. Voilà comment on a pratiqué. Donc on est parti chez eux, on a tapé à la porte, on a pris son petit magnétophone, ça s'appelle plus comme ça maintenant. Et donc, alors d'une manière très libre, je dis bof, allez, pof, parlez. Donc j'ai laissé parler pendant quelquefois 1 heure, 1 heure et demie. J'ai dit merci, je suis rentré chez moi, et puis donc j'ai fait la retranscription des textes.
Et donc ça, c'est vraiment je fais aucun commentaire, je fais aucune digression personnelle, c'est leurs sentiments, leur histoire, que j'ai fait un simple miroir. Et j'ai essayé quand même malgré tout d'avoir des points de vue, des histoires différentes, et je crois que là, j'ai pas tout, hein, loin de là, de ce qui caractérise la diversité de l'histoire algérienne, mais suffisamment pour en avoir un assemblage intéressant. Alors naturellement j'ai eu des allers-retours avec eux, je leur ai après soumis le texte, ils m'ont renvoyé avec leurs remarques, et donc après j'ai fixé un peu le texte. Et puis pour le dessin, c'est un peu de la même manière, je rencontre mon camarade à côté, à Cité Métis, un grand festival sur la tolérance et la solidarité qui se tient 24 novembre. Voilà. Donc il est content. Voilà. Je vais passer la parole. Et donc il avait fait un travail de décoration avec ses élèves. Il est donc professeur d'art plastique au CFA de Espace de Cholet. Il apprend. Et simplement son rapport avec les élèves, le travail qu'il a fait avec les élèves m'a beaucoup plu. Et puis c'est la seule expérience que j'ai eue de lui. Et je lui ai dit, toi, tu viendras faire une BD avec moi cette année. Il a fait, je sais pas. J'ai dit, si, tu sais, à toi. C'est quand Michel vous regarde droit dans les yeux, tu feras la BD, alors on peut que acquiescer, mais bon, tu sais que ça a été difficile hein, le dernier week-end. Bon, pour vous dire, on a commencé en mai, 150 dessins, je suis enseignant, comme a dit Michel, il est court, tout ça, donc il a... D'ailleurs, je ne vais pas me plaindre, hein, parce que je veux vraiment aujourd'hui le remercier. Il m'a permis aussi de sortir un peu, de montrer mes dessins. C'est vrai que bon, j'étais un peu caché derrière les travaux des jeunes, j'étais plus dans le faire avec les jeunes, les choses, et vraiment s'y mettre, vraiment... pas direct avec le papier. Et c'était aussi une grande aisance parce que Michel aussi a fait tout le travail d'infographie, de mise en page. Un travail énorme puisque tantivite, je crois, que tu arrives à la fin. Là. Enfin, tout un travail. Moi, je faisais juste les dessins en fait. Bon, voilà, c'est pas grand chose non plus, mais merci beaucoup en tous les cas, Mikey, pour ça. Voilà. Les dessins ont déterminé beaucoup sur l'esthétique quand même du travail. Hein. C'est très important, non? Bon, je vais te poser une petite question. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a touché particulièrement dans tous ces témoignages? Ils m'ont tous touché. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti de tous ces témoignages? Non, mais vraiment, moi j'attache une valeur identique à tous ces témoignages par leur diversité, autant par la simplicité de l'immigré qui vient d'Algérie, jeune homme, qui s'installe en France, et puis qui fait sa vie en France de la manière la plus simple, la plus naturelle, et puis qui maintenant se dit ben, je suis français, voilà, tout simplement. Le témoignage du professeur d'histoire qui était chef d'une ARCA quand il était là-bas, puis qui ne savait rien de l'Algérie, et qui quand il est revenu, et c'est là qu'il a commencé à s'intéresser à l'histoire de l'Algérie, et qui maintenant vraiment m'a fait un résumé de l'histoire algérienne extrêmement intéressant. Et il y a Marc aussi, donc le judéo-berbère. Alors là, j'ai découvert également, je le savais un petit peu par petite touche, qu'il y avait une colonie juive importante en Algérie. Donc là, je l'ai découvert toute la richesse, toute l'importance, toute l'ancienneté de cette population et son histoire particulière. Il y a Laurent, il y a, je veux dire, Jamel, qui est professeur d'arabe maintenant, le père algérien. La France, c'est également sa culture, c'est son bain culturel actuel, mais qui a redécouvert toute sa culture arabe. Maintenant, il est devenu professeur d'arabe et qui se pose la question comment peut-on encore aujourd'hui ne pas pouvoir être français et musulman sans qu'on vous pose la question. Est-ce que tu es français ou musulman? Bon, par exemple. Il y a Laurent aussi, qui est le fils d'un haut fonctionnaire habitant en Algérie, et qui vivant en Algérie, nommé en Algérie, occupant un grand poste dans la bibliothèque d'Alger, et qui lui, avec sa culture protestante, donc, a été plutôt
du côté des indépendantistes. Donc il avait un travail vis-à-vis de son père, un témoignage à porter, et qu'il avait en lui, qu'il a, par ce biais, je crois, un petit peu concrétisé, pour un petit peu, je sais pas, une espèce d'hommage à ce père qui était militant dans son travail en Algérie pour la cause indépendantiste. Il y a Claude, le pied noir, le pied noir classique, on dirait entre guillemets, fils de grands-parents de pères bourguignons alsaciens, ayant importé là-bas en Algérie la vigne. Son père, qui n'était pas un grand propriétaire, mais qui est un petit exploitant qui a fait toute sa vie dans ces vignes du côté de Boufarik, et qui a dû quitter sa terre, arracher ses vignes quelque part de son cœur pour venir s'établir dans la région, et puis garder cette nostalgie pour un pays qu'il a aimé. Voilà, tout ça, c'est toute cette panoplie-là. Il y a Rita, la chanteuse choltaise, dont le papa était sicilien, et qui était maçon et chanteur de bel canto, et qui lui a donné le goût pour l'amour pour le chant, et qui garde ce père enchanteur un souvenir très fort. D'ailleurs, les témoins qui ont raconté leur histoire dans ta BD sont présents ici dans la salle pour la plupart. Donc il y en a pas mal, oui, que je vois. Il y en a pas mal qui pourront intervenir ensuite, continuer le récit de Michel et poser des questions. Et j'ai dû m'arrêter parce que j'avais pas la force de continuer, mais j'avais des gens qui attendaient à la porte pour venir témoigner. Voilà. Il y a le père Gilbert aussi, qui lui a laissé un témoignage extrêmement fort de ce jeune appelé, tout sortant de sa campagne fraise et moulue, allant en Algérie en punition d'une fausse ferme, et qui découvre dans les montagnes au-dessus de Constantine la vie dure de l'appelé laissé à l'abandon, et qui a assisté à des choses dont il a eu du mal à se remettre. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Luc Révillon, qui a étudié et réfléchi sur la représentation de la guerre d'Algérie dans la bande dessinée. Et il semble qu'il y ait de plus en plus de production autour de ce thème actuellement. Oui, mais je voudrais resituer justement dans le contexte, par exemple, le travail de Franck, et puis le travail aussi de Michel, qui sont sur deux axes différents mais qui se rejoignent. Comme Franck vous l'a très bien expliqué, il a travaillé d'abord à partir d'un certain nombre de témoignages reçus, et Azraïen, c'est un récit romanesque dans lequel s'efface en effet tout caractère didactique, mais qui ne peut que donner envie d'en savoir un tout petit peu plus sur la guerre d'Algérie. Il ne cherche jamais, s'il vous parle des SAS par exemple, eh bien, si vous avez envie de savoir, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une SAS, si vous avez envie de savoir ce que c'est, vous n'avez qu'à lire des choses sur les SAS. Le propos de Franck, c'est pas de vous expliquer exactement comment c'est. La date, c'est 98, et même si Franck a commencé à travailler, je crois, 87-88 à peu près sur Azraïen, la date n'est pas anodine. La notion actuellement, pratiquement toutes les personnes qui travaillent, je vais recentrer, si vous voulez, sur bande dessinée engagée, puisque donc dans le débat, il y avait aussi bande dessinée aussi. Donc sur cette notion bande dessinée engagée, la guerre d'Algérie, vous l'avez rappelé, les accords d'Évian, c'est 62. La première bande dessinée réellement où on a parlé de l'Algérie, c'est 82. Avant 82, il n'y a rien. À cela a deux raisons, je pense. Si on est ici, c'est intéressant de voir le cheminement à la fois qui s'est fait autour de la guerre d'Algérie, autour des lois d'amnistie. Bon, on ne va pas faire un cours d'histoire ici, mais c'est important aussi de comprendre ce qui s'est passé autour de l'Algérie et autour de la bande dessinée en même temps. La bande dessinée, dans les années 60, c'est destiné essentiellement aux enfants et aux ados. Et les adultes, ils lisent la BD en cachette. Le premier album qui paraît, ça s'appelait, c'est pas un hasard d'ailleurs, ça paraît dans une collection qui s'appelle Portrait Souvenir, chez Dargaud. Et c'est de Alain Vignon et Guy Vidal.
Et là aussi, Guy Vidal, pourquoi il raconte cette histoire? Ça s'appelle Une éducation algérienne. C'est l'histoire d'un jeune appelé en Algérie. Et c'est en fait son histoire. C'est l'histoire de Guy Vidal. L'histoire de Guy Vidal, il était appelé en Algérie en 61. Après, la bande dessinée a commencé en effet à avoir un certain attrait auprès des adultes. Ça s'est fait relativement lentement. Et quand Franck a publié aux éditions Air Libre, enfin aux éditions Dupuis chez Air Libre, Azraïenne, la BD adulte existe déjà depuis un certain nombre d'années. Et on peut se permettre à ce moment-là d'avoir un autre type de lectorat, d'avoir un autre type d'écho que ce qu'on pouvait se permettre d'avoir avant. Mais là encore, on reste dans une bande dessinée qui est essentiellement un récit passionnant. Aujourd'hui, on a tendance, alors c'est une observation, c'est pas une critique, vous avez entendu Philippe Sparcelli aujourd'hui, on a tendance aujourd'hui à aller vers simplement la notion, je dirais, de reportage, où le récit s'efface uniquement derrière une thématique qui peut être engagée ou non d'ailleurs, et c'est le cas de la plupart des albums qui paraissent actuellement traitant d'Algérie. La plupart des albums, à une petite exception près, peut-être, c'est Octobre Rouge de Didier Denax qui est là et Mako, où il y a un semblant d'intrigue derrière. Mais autrement, on se trouve essentiellement vers des notions de mémoire, transmission de mémoire, où la bande dessinée a évolué. La bande dessinée, c'est un média, de toute façon. Il faut comprendre qu'elle est passée d'un média qui était les aventures de Tintin, hein, à aujourd'hui un média qui est capable de raconter absolument tout. Et c'est pour ça que je pense que l'Algérie revient aussi sur le devant de la tête, pour d'autres raisons aussi qui sont des raisons politiques, en particulier 99. Je pense que Franck aussi, c'est la fois j'aimerais parler là-dessus, il est lorsqu'il publie Azraïenne, on ne parle pas encore de guerre d'Algérie. Le Parlement français, si mes souvenirs sont bons, c'est le 18 octobre 99 que le terme de guerre d'Algérie sera accepté et définitivement mis dans les livres d'histoire. Donc il fait preuve de précurseur à ce sujet. Voilà, bon, je me présente, j'ai été contacté par Michel, que je ne connaissais pas, et qui, effectivement, m'a parlé de ce projet de BD, et donc je me sentais un petit peu concerné, dans le sens où, évidemment, je suis d'origine algérienne, mon père, ma mère, et donc il me demandait finalement de raconter cette histoire. J'ai trouvé ça très intéressant, dans le sens où j'avais quand même envie de... C'était pas vraiment pour moi. Vous m'entendez là? Oui, pardon, je parle pas assez fort. C'est bon. D'accord, excusez-moi. Tu peux venir sur scène. Non, c'est vrai, c'est très bien là, il n'y a pas de problème. Je vais me mélanger au monde. Et donc, ce qui a été intéressant pour moi, c'était surtout de pouvoir raconter, comment vous dire, l'histoire de mes parents, avant tout. Donc, la manière dont ils sont arrivés ici, les choses qu'ils nous disaient très souvent, qui étaient très importantes, des petits détails comme ça que je peux vous dire, c'était... alors moi, si vous voulez, moi je suis arrivé, je suis né en Algérie, mais je suis arrivé, j'avais 1 mois, en 1960. Donc voilà, tous mes frères et sœurs sont nés donc en France, mais mes parents nous ont éduqués, si vous voulez, dans une espèce de... Il ne fallait pas se faire remarquer, il fallait être doublement poli, il fallait vraiment être doublement poli. Et finalement, on avait cette forme de pression qu'on ne comprenait pas vraiment. On faisait comme nos parents nous disaient, il ne fallait pas se faire remarquer parce qu'on n'était pas chez nous. Et justement, parce qu'on n'était pas chez nous, on nous recevait, donc il fallait être poli. Il fallait être doublement poli. Il n'était pas question que l'on se fasse remarquer. Et surtout, ce qui était très important, c'est que nos parents étaient analphabètes. Papa ne savait pratiquement ni lire ni écrire. Ma maman ici présente ne sait ni lire ni écrire. Mais pour eux, la chose qui était importante, c'était surtout ne devenez pas ce que nous sommes. Nous, on s'est sacrifiés. C'était difficile pour eux parce que papa disait souvent
Voilà, avec les difficultés, c'est parce que ça a été terrible cette guerre d'Algérie. Il y avait aussi, il ne faut pas oublier, à l'époque, les parents, quand ils étaient là, il y avait aussi le FLN qui venait faire pression sur nos parents pour leur demander de l'argent, à l'époque, parce qu'il fallait financer le Front National de Libération. Et puis il y avait aussi cette volonté aussi de pouvoir aussi travailler, faire vivre sa famille, et d'élever ses enfants. Et surtout, c'était travailler à l'école, travailler bien à l'école. Si vous travaillez bien à l'école, on vous respectera. Alors c'était pas très évident parce qu'on avait des parents qui étaient analphabètes, donc c'était finalement simplement que des propos oraux, mais ils ne pouvaient pas nous aider, ils ne pouvaient pas nous aider intellectuellement parlant, ils ne pouvaient pas. Donc on entendait ça, mais en même temps il y avait aussi cette volonté de, on se sentait français comme tout le monde, et puis voilà. Et je me rappelle que papa nous disait toujours, j'avais une phrase comme ça que je me rappelle dont il me parlait et qui n'avait aucun sens pour moi à l'époque. Aujourd'hui elle a pris du sens. C'était, très souvent, je lui parlais d'anecdotes, et ce que je n'arrivais pas à comprendre vers l'âge de 14-15 ans, où j'avais déjà des copains, arabes, entre guillemets, mais pour moi français, mais arabes, d'origine en tout cas, et qui allaient en boîte, et à l'époque, pour aller en discothèque, il valait mieux pas dire que vous étiez arabe. Alors, ils inventaient des prénoms, ça s'appelait Luigi, c'était des Italiens. Vous voyez? Non, mais c'est vrai, c'était Luigi. Et c'était quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre, parce que nos parents nous avaient quand même éduqués dans une espèce de n'oubliez pas votre culture, c'est vraiment important, n'oubliez pas vos racines. C'est bien évidemment, jamais oublier ses racines, c'est ce qui fait ce qu'on devient. Et un jour je parle de ça à mon père, cette anecdote, et je lui dis, mais tu sais papa, voilà, j'ai des potes qui vont en boîte, et puis quand ils arrivent devant l'entrée en discothèque, ils sont appelés Luigi, et même pour séduire les filles, c'était Luigi, Tony. Et mon père me regarde parce qu'il y avait quand même l'art d'être quand même une espèce de philosophie, mais vous savez, philosophie de la vie, pas la philosophie intellectuelle. Et il me disait, un jour il me dit cette phrase qui m'est toujours restée, je crois qu'il me restera toujours, tu sais mon fils, un chien même s'il a la queue en or, il reste toujours un chien. Si vous voulez dire par là, je ne comprenais pas vraiment à l'époque, mais ça y est, j'ai compris ce que vous voulez dire. Ça veut dire que quoi que tu fasses, reste ce que tu es et deviens, mais ne renie pas tes origines. C'était hyper important. Donc, on a vécu un peu dans cette culture-là. Mais bon, cette culture-là, cette éducation-là n'a pas suffi, puisque j'ai fait quand même, malgré tout, à 18-19 ans, j'ai fait quelques bêtises. Ouais, j'ai fait quelques bêtises, je reconnais. Et ça m'a vraiment servi, parce que je crois que tout ce qu'avaient dit mes parents, quand je me suis retrouvé, bon, j'ai fait aussi de la prison, j'ai fait 2 mois de prison. Et là, ça a été le choc. Vraiment le choc. Je crois que tout ce que je n'avais pas compris est arrivé là. C'est comme quelqu'un qui disait, c'est dans le bonheur que tu te cherches. Moi j'étais dans le bonheur, je me cherchais. Et tout d'un coup est arrivé ce drame, la prison. Et là c'est dans la souffrance que tu te trouves. Et bien là je me suis dit, j'ai tout compris. J'ai vu mes parents arriver au parloir, j'ai tout compris. Qu'ils ne méritaient pas ça, puisqu'ils ne m'avaient pas éduqué comme ça. C'était pour moi une honte pour eux, je les salissais, c'était terrible. Mais en même temps, ça a été une souffrance, mais souffrance qui veut dire épreuve. Ça veut dire que, effectivement, si j'ai touché le fond, il va falloir que je remonte. Il a fallu que je remonte. Et donc, c'est toutes ces petites péripéties qui ont fait qu'au jour d'aujourd'hui, sans prétention aucune, bien évidemment, je suis devenu éducateur. Responsable d'internat dans une école assez difficile, pour des enfants quand même très difficiles. Mais là, j'ai trouvé vraiment le sens de ma vie. À partir de toutes ces petites choses, ce que je me suis dit, c'est que à travers ma vie, j'ai aussi rencontré des gens qui m'ont aidé, des professeurs qui pensaient que je pouvais faire quelque chose, pas des éducateurs, mais bon, des gens, plein de gens bienveillants, bien évidemment, parce qu'il y en a aussi. Et donc, voilà, je me suis dit, ben voilà, ça c'est ma voie, et je vais peut-être redonner à ces jeunes, un peu cassés, je vais leur redonner ce qu'on m'a donné. Donc aujourd'hui, je suis vraiment heureux. Il a fallu passer par des épreuves, mais comme tout le monde, hein, je ne me plains pas, comme tout le monde. Mais bon, je crois que j'ai trouvé ma voie. Maintenant, aujourd'hui, je suis très heureux. Ça a été justement, je pense que Michel est arrivé au bon moment de toutes ces analyses qui commencent à prendre un sens pour moi, et qui là, finalement, on a pu, pour moi, personnellement, immortaliser un petit peu, graver dans cette BD, je dirais dans la pierre, quelque chose qui va rester en mémoire de mon père, de mes parents, de ma maman, qui nous ont élevés. Et pour terminer, parce que je ne vais pas rester trop longtemps, je pensais tout à l'heure, j'étais sur la route tout à l'heure, et je me disais, c'est curieux parce que j'ai lu un petit peu, tu sais, le truc, ce que tu m'avais balancé un petit peu, tu sais, par mail, et c'était double peine. Effectivement, c'est le titre du chapitre qui concerne. Parce qu'à l'époque, ce que j'ai pas dit, c'est que quand j'ai fait de la prison, quand je suis ressorti, là c'était terrible. J'ai reçu un acte d'expulsion. Et là,
c'était terrible. C'est ce que m'avait dit mon père. N'oublie pas que tu es un arabe. Et si tu l'oublies un jour, on va te le rappeler. Et là, c'était terrible. Arrivait le Front National, en plus. Waouh, c'était un truc, c'était l'enfer, quoi. Et à l'époque, on n'a pas obligatoirement, quand on est jeune, on n'a pas les outils pour comprendre tout ça, pour analyser tout ça. Alors on fait avec la rage qu'on a, des fois la colère, etc., etc. On fait des bêtises, on s'égare. Et puis finalement, en grandissant, ben voilà, la maturité fait que, voilà. Mais je voulais dire justement à propos de cette double peine, j'étais en train de penser tout à l'heure dans la voiture, et je vais en terminer là, c'est qu'avant on avait cette double peine, c'est-à-dire tu es arabe, si tu fais une connerie, double peine, en même temps, même si tu payes, tu dégages. Ben, je trouve qu'aujourd'hui, on est un peu dans la continuité. Et je ne parlais pas en termes de prison, mais je te disais, aujourd'hui, on a subi le fait que ce faciès d'arabe, et aujourd'hui, et vous le savez tous, les musulmans, l'islam, et là on reprend une claque dans la gueule, quoi. Parce que finalement, moi, mes parents ne sont jamais éduqués dans cet islam-là. Moi, je trouve que l'islam que mes parents ont éduqué, dans lequel ils m'ont éduqué, c'est très très proche comment je veux dire, de la symbolique chrétienne, l'amour. C'était vraiment la tolérance. C'était vraiment ne sois pas insensible à la misère humaine. Voilà, etc. C'est ça qui m'a construit aussi. Donc nous aussi encore aujourd'hui, je vous le dis, on souffre de ça et de cet amalgame. On est stigmatisé en permanence. C'est compliqué. Alors je ne vous dis pas maintenant, je suis malheureux, ne vous inquiétez pas, je suis heureux. Vraiment, parce que je reçois plein d'amour, etc., etc. Et je sais aussi que dans la société, eh ben, il y a plein de gens bien. Et c'est ça le plus important. Voilà. Merci. Oui. Vous comprenez le manque que j'ai eu de résumer certains témoignages. Il a fallu que je lui tape dessus pour l'arrêter. Je suis Swan. On est une famille de 11 frères. On est une famille de 11 frères. Et on a fait 17 ans les 3 mois d'armée. Alors, ma maman, elle était seule, elle était âgée de 98 ans, elle résidait à la maison de retraite. Elle a eu 11 enfants. 11 garçons, Augustin, Maurice, Bernard, Yves, Michel, André, Jean-Luc, Joseph, Claude, Gérard et Dominique. De 1958 à 1973, ces 11 frères ont accompli au total 17 ans d'armée en 3 mois. Le premier a fait 28 mois, les 4 premiers ont fait 28 mois. C'est des félicitations pour eux d'avoir surmonté tout cet organisme. Ces soucis aussi célèbres versés à entendre de nouveau ces garçons partir armés aux frais de la République. Alors, je remercie pour Dieu de nous avoir tout ça. Voilà ce que j'ai à dire. Je ne suis pas si bon orateur que le monsieur tout à l'heure, mais voilà, on ne parlait pas de notre guerre d'Algérie, parce qu'on a mis 40 ans avant de dire que c'était une guerre. On parlait de maintien de l'ordre, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se taisait. Il a fallu que j'étais un verre, je sollicite une certaine Dominique, pour me demander si on pouvait m'interroger. J'ai dit, je veux bien, alors j'ai écrit la guerre d'Algérie en 4 mois. Avant, on ne parlait pas. C'est 13 mois sur un piton, sans nourriture au départ, sans temps, sans fenêtre, il a fallu tout faire nous-mêmes avec des morceaux de bois. On ne donnait pas à manger. On est allé voir le commandant de la place de cet inconnu. Au début, j'étais à Constantine. Il nous a donné 200 francs de sa poche et pendant 3 semaines, il a fallu se nourrir à 4. Alors on ne mangeait pas souvent de viande. On était sur un piton pendant 13 mois. En face de nous, à 200 mètres, il y avait un poste de torture. On entendait crier les Algériens en permanence. Et alors, le militaire qui passait ravitailler le camp de prisonniers, enfin de torture, venait chez nous pour donner de la nourriture aux légionnaires. Il y avait 4 légionnaires qui nous protégeaient. On était 4 transmetteurs à l'intérieur. Il nous disait qu'il leur faisait le test de la jerrycan debout, et le ventre éclatait souvent. Il leur faisait la gégène aussi. Alors ils les enterraient autour de leur poste, mais comme ils n'avaient plus de place, à ce moment-là, ils venaient chez nous, ils les enterraient autour de notre tour.
et dans du sable, à peine, si bien qu'il y avait des chacals la nuit qui passaient et déterraient les cadavres. Alors voilà, on a passé 13 mois comme ça, on n'a jamais vu un gradé, la route était coupée en permanence, on nous ravitaillait de l'eau toutes les 3 semaines, on les mettait dans des vieux bidons, des grands bidons d'essence, qui avaient été lavés comme ça, et quand il n'y avait plus d'eau, on se ravitaillait dans un petit trou, où tout le monde faisait sa lessive dedans, on la faisait bouillir pour qu'il y ait un peu de goût. Alors voilà ce qu'on a passé, on a vu des trucs incroyables, j'ai tombé dans une embuscade, j'ai eu de la chance que la grenade n'a pas été dégoupillée, on s'est retrouvés tous par terre, avec des enfants dans les bras, et voilà, il y a eu toutes des séances comme ça, et 13 mois c'est long, très long. Je voulais dire combien ces témoignages sont importants, le travail de Michel et de Jérôme, le travail de tous ceux qui récoltent ces anecdotes, le travail de Tavernier, le cinéaste. Si vous n'avez pas vu un film qui s'appelle La guerre sans nom, je vous invite à aller le récupérer en DVD, il est extraordinaire. C'est 4 heures d'interview sans aucun effet cinématographique, ce sont des plans fixes sur des personnages qui pour la première fois, des appelés la plupart du temps, français, parlent de leur guerre d'Algérie. Ça dure 4 heures, a priori on se dit mais on va s'embêter pendant 4 heures à avoir que des têtes et on ne s'en met pas une seconde et c'est bouleversant. Et c'est important parce que c'est une des conditions indispensables de la survie en bonne santé d'une démocratie. Je crois que le silence est toujours une gangrène. Et je le comprends, ce silence. Je le comprends parce que quand on a vécu des événements aussi terribles, il y a une émotion qui empêche de parler. Il y a également une culpabilité vis-à-vis de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vu sans forcément réagir. Mais cette culpabilité n'a pas eu lieu d'être en réalité. Et c'est ce que j'ai retenu de mon repérage en Algérie. Donc je vous racontais tout à l'heure que mon père m'avait accompagné. Évidemment, quand on parlait avec des moudjahidines, quand on se retrouvait face à eux, les gens me demandaient c'est votre premier voyage en Algérie. Très sereinement, je répondais oui. Et quand ils interrogeaient mon père, il disait ben non, je suis déjà venu, vous êtes venu quand? Ben, je suis venu en 55 et 56. Et là, évidemment, il se mettait à parler de la guerre. Et à une exception près, une fois, il n'y a pas eu vraiment d'hostilité manifeste. C'était un ancien combattant du FLN qui était patron de café. Il est resté un petit peu taciturne, mais tous les autres, et Dieu sait si on en a rencontré, ont discuté avec mon père de façon tout à fait sereine, alors qu'ils étaient dans des camps opposés avant, que certains de ces gens-là avaient connu également la torture. Ils n'avaient rien oublié, mais ils avaient pardonné. Et je crois que cette peur est totalement néfaste. Cette peur qui a noué la gorge des appelés français et d'autres combattants dans le camp en face fait énormément de mal. Et il faut impérativement, c'est très important, c'est aussi pour ça que je suis là, c'est que les manifestations comme ça qui permettent de casser ce silence sont très importantes. On est ici, on parle de la guerre d'Algérie, mais le silence fait autant de mal ailleurs. Et je pense que s'il y a cette tension entre les communautés en France, ça vient également du silence. D'où vient la haine? La haine vient de la peur. Et d'où vient la peur? La peur vient de la méconnaissance. Quand on met tout à plat, tout le monde, dans chaque individu, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant. Chaque individu est bon et méchant à la fois. Et au gré des circonstances, c'est la part sombre de l'individu qui explose à un certain moment, et à un autre moment, c'est la part lumineuse de cet individu. Et si on met tout à plat, si on s'explique, si on fait le récit de ce qui s'est passé, les gens arrivent à mettre cette peur de côté et à se comprendre. Et c'est pour ça que dans beaucoup de mes histoires, là je l'aborde sous un angle différent, c'est les secrets
secret de famille, mais finalement, sur le plan de la famille et de l'individu, c'est la même chose, c'est le même ressort que sur le plan, le plan général, le plan historique et politique. J'essaie de mettre en avant les pans d'histoire qui ont été cachés. Je pense au problème qu'il y a actuellement entre Turcs et Arméniens, par exemple. Et cet acharnement qu'ont les Turcs à nier le génocide arménien, par exemple. Et je pense que c'est une mauvaise solution. Et je pense que les deux communautés se réconcilieront quand tout cela sera mis à plat. Je crois qu'il ne faut pas s'imaginer qu'en niant un événement ou en posant un mouchoir pudique dessus, on va se dire, voilà, comme ça on va éviter aux plaies de se rouvrir et globalement elles vont se cicatriser. C'est pas vrai, une plaie elle se cicatrise pas quand on met un pansement sans la soigner, c'est quand on la désinfecte, qu'on va voir au fond et après elle va rapidement guérir. D'où l'importance en effet de ces témoignages. Ils arrivent un peu tard évidemment, après plus de 50 ans, puisque maintenant on fête le cinquantenaire de l'indépendance, des accords d'Évian, mais mieux vaut tard que jamais, et j'espère que ça servira, on va aller de plus en plus vers la parole, et que ce travail qui est fait sur la guerre d'Algérie va servir de modèle pour les autres conflits, que ce soit le conflit du Moyen-Orient, le conflit des Arméniens, etc. En tout cas, je crois, moi, à la vertu de la parole, et merci encore à tous ceux qui ont bien voulu témoigner, merci encore aux organisateurs de ce festival qui permet d'aller dans ce sens. J'acquiesce totalement à ce que dit Franck en ce qui concerne la parole. Il faut aussi comprendre aussi que la notion de chape de plomb qui s'est établie aussi à des raisons historiques. C'est-à-dire qu'on était, quand la guerre d'Algérie s'est terminée, en 1962, on était en pleine période gaullienne, et qu'il n'était absolument pas question d'évoquer et de parler de la guerre d'Algérie. Et surtout de la façon dont l'Algérie avait obtenu son indépendance. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles il y a peut-être eu aussi, en dehors des souffrances de part et d'autre, il y a peut-être eu aussi cette notion de silence. Pour revenir sur son album, en effet, si vous lisez Azraïen, ce qui est particulièrement remarquable, c'est cette absence de manichéisme. Et ce que vient de dire Franck dans toute personne, il y a du bon, il y a du moins bon. On le retrouve absolument dans Azraïen. Il y a aussi une certaine naïveté, sans doute, certaine naïveté de personnages comme le capitaine Valera, qui n'est pas véritablement un naïf, mais qui pense peut-être qu'il peut infléchir les événements. Et comme me l'avait dit Franck une fois, un homme qui pense qu'il peut infléchir le cours d'une guerre, c'est un naïf, c'est impossible, même avec la meilleure bonne volonté du monde. Et je pense que c'est peut-être ça dans les témoignages qu'on entend aussi, qui se ressent, c'est cette souffrance. Et cette souffrance parce que, en effet, on ne pouvait rien faire d'autre souvent que ce qu'on a été appelé à faire. Donc, ça fait énormément écho ce que vous dites de secret de famille. Et là, je suis en train de vous écouter en me disant, mais mon sang, ça fait 50 ans, j'ai 50 ans, ça tourne en rond, que rien n'est dit. Ça met très en colère parce que là, c'est ponctuel, c'est très intéressant. Je suis aussi la sœur d'Assassi, éducatrice spécialisée. Je suis confrontée aussi à des jeunes qui sont plus souvent métissés, de parents arabes et dans la mixité, et qui nous resserrent l'histoire du racisme, et pas de la guerre d'Algérie forcément, des Maghrébins, sans connaître l'histoire derrière. Et moi, ce que je déplore en ayant 50 ans aujourd'hui, et j'en crève vraiment de ça, ça me met énormément en colère si je bosse à calmer d'autres jeunes, et je comprends ce qu'ils me disent. On n'est pas au courant de l'histoire, on ne nous l'a pas raconté. Ça devrait commencer dans les écoles, qu'on nous dise la vérité. Moi, je regarde des émissions dans les films dont vous parlez, ça passe à 2h du matin, ça ne passe pas à la télé. Et pour les jeunes, il faudrait que les gens s'y intéressent. Il y en a marre qu'on parle toujours des Maghrébins sans savoir qui on est exactement. Moi, je suis née en France, et je suis née à Cholet, et je ne suis pas naturalisée. Je ne me suis pas naturalisée.
et je suis la seule de ma famille qui ne me suis pas naturalisée. Parce qu'à un moment donné, dans cette histoire de double culture, on est dans un conflit de loyauté. On ne sait pas entre son papa et sa maman. Entre son papa qui ne veut pas nous raconter la guerre, parce que moi je suis désolée, mon papa il a dû être extrêmement humilié dans le cadre de cette guerre. Il n'a pas pu nous le dire, parce que s'il nous l'avait raconté, c'était accuser les Français et faire qu'on ne nous aurait pas aimés. Moi j'ai super bien grandi en tant que fille, en tant qu'Algérienne en tout cas à Cholet. Mon problème à moi c'était plus en tant que fille, c'était beaucoup plus compliqué au sein d'une famille arabe. En attendant, quand j'adorais aller à l'école, j'adorais mes maîtres et mes maîtresses à l'école, mais comment se fait-il qu'au niveau de notre éducation, nous, il a fallu effectivement qu'on se tienne toujours bien, qu'on montre l'exemple, qu'on fasse 500 fois mieux que les autres, pour que ça c'est quelque chose qu'on porte, hein, sans savoir pourquoi, en se disant mais moi j'ai rien fait. J'ai 50 ans et je me dis que ça se reproduit et tout ce que j'entends au niveau politique aujourd'hui, c'est le poisson, c'est le serpent qui se mord la queue. Hein. On se répète toujours la même chose. Moi j'attends à un moment donné qu'on nous la raconte cette histoire. Moi je la connais pas plus que plein de gens qui sont ici. On nous raconte ce qu'on veut bien nous raconter. Quand on parle de secret de famille, oui, il y a secret de famille parce qu'il y a des gens qui ne sont pas fiers, qui ne veulent plus être confrontés à tout ça, c'est une sorte de déni. Sauf que quand on parle de secret de famille, ça se réitère en termes d'histoire. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui vient briser ça. Mon papa me disait toujours laisse, l'Algérie c'est un bébé qui grandit, puis la France, tu es française, elle ne pense même pas. Sauf qu'on ne se rend même pas compte de que quand on est ce qu'on imprime sans même le vouloir. Nous on n'a rien demandé. Moi j'ai extrêmement souffert pendant pendant Sarko, mais tous les jours. Non, mais après, ça veut dire qu'il y a des millions de Français qui croient à tout ça. J'ai envie de dire, mais lâchez-nous. Je suis française, quoi. Je suis juste née ici, je suis mariée avec un breton, j'ai des enfants qui sont peurs bretons. Mince, quoi. Je m'appelle Marc Verdi et je suis un de ceux qui ont témoigné dans ce livre-là que Michel Imbert a fait. Vraiment, je remercie d'avoir fait ce bouquin. Mais je veux intervenir sur la question du silence. Parce que je crois qu'il faudrait dire les silences. Il y a effectivement le silence dont on parle beaucoup, celui qui a fait qu'on a nommé la guerre d'Algérie que très tardivement. D'ailleurs, c'est des silences qui sont relatifs parce qu'il y a des gens qui ont essayé de parler et écrire. Moi, je pense en particulier, je signale ce bouquin, allez-y voir, qui s'appelle Nouvelles de la zone interdite de Daniel Zimmerman. Il traite formidablement bien. Il a été interdit au moment où il est sorti en France, ce bouquin. Il a été écrit et interdit. Donc, il y a eu des témoignages déjà sur ce silence-là. Il y a d'autres silences dont il faut parler. Quand vous êtes en Algérie, eh bien, il y a le silence sur la guerre d'Algérie elle-même. C'est-à-dire qu'au fond, quoi? L'histoire d'Algérie commence, pour un certain nombre d'Algériens, pour le pouvoir algérien, par la guerre d'Algérie, justement. Or, c'est pas si simple que ça. L'Algérie ne naît pas avec l'invasion française en 1830. Elle naît bien avant. Eh bien, l'histoire d'Algérie, ce que vous disiez sur l'histoire de France, ben, il faudrait aussi penser qu'en Algérie, cette histoire, eh bien, elle n'est pas racontée non plus. Ou mal racontée, pour un peu nuancer mon propos. Il y a les silences de la France. Moi, c'est une chose dont je peux témoigner. J'avais pas un mois, moi j'avais 15 ans quand je suis arrivé ici. Je suis arrivé sans trop de difficultés. Mes parents avaient un peu, je suis arrivé en 61, et mes parents avaient un peu anticipé la fin de la guerre. Donc c'était pas trop compliqué. Mais je peux témoigner de ceux qui sont arrivés en 62 en Algérie, la façon dont ils ont été, je n'ose pas dire accueillis, on pourrait mettre beaucoup de guillemets à ça, en France. Ça a été dramatique pour certains d'entre eux. Moi, je suis de ceux qui pensent vraiment qu'une des raisons du vote Front National dans le Sud-Est, en particulier dans le Sud-Est, c'est cet accueil un peu terrifiant dans lequel ils se sont trouvés, ces gens qui avaient souvent tout perdu, qui arrivaient avec
quelques sous en poche. Tous les pieds noirs d'Algérie ne sont pas revenus avec plein de fric. Voilà. Et ben, ce silence-là, alors c'est ça que j'ai trouvé aussi très très fort dans le bouquin que tu as fait, Michel, parce que c'est des choses qu'on retrouve dans les souvenirs, comme par hasard. Ce silence-là aussi, il faut enfin commencer à ce que la France regarde comment elle a traité sa guerre. Et je crois que ça, il y a eu bien sûr le drame des appelés, la façon dont ça s'est joué, la torture, enfin, ces choses-là. Bien sûr, il faut en parler. Il faut aussi parler de la façon dont les civils, par exemple, ont été accueillis en Algérie. D'où le silence. Voilà, je voulais dire ça, c'est très important, je crois. Parce que si vous voulez, le danger d'être engagé, je fais exprès de prendre ce terme-là, c'est un peu le manichéisme, quoi. Il y aurait des bons et il y aurait des méchants. C'est pas toujours comme ça que ça se joue sur le plan de l'histoire. Et le formidable de ce livre, c'est de le montrer, ça. Au travers de 12 témoignages, pas d'une douzaine, je crois qu'il y en a 12, de 12 témoignages, de le montrer. Plein de complexité comme ça, de vécu qui font qu'il y a des souffrances, mais elles sont multiples, elles sont plurielles, elles sont différentes. Merci Marc. Je voudrais témoigner sur ce que dit M. Sassi. C'était un élève très poli, comme son père avait dit, il a appliqué les consignes. Mais je dois avouer que je préfère encore voir son papa, que je croisais souvent en ville, avec qui nous évoquions des souvenirs d'Algérie, de Figuier, de Paris, etc. Et quand il allait assez souvent en Algérie, il passait devant notre ancienne maison. Mets ton micro près de la bouche, Claude. Il partait en Algérie revoir sa famille, et je lui disais, tu sais, moi j'habitais ici, regarde la maison, et dis-nous un petit peu, et il me racontait, et il me redisait, effectivement, la maison était bien, les arbres vont bien, et puis ils appelaient Chibani, on racontait des histoires du pays, ça faisait plaisir. Je voudrais aussi dire qu'en 87, en 87, on a eu une grosse nostalgie de l'Algérie, c'est remonté et il fallait que ça sorte. On est parti, mon épouse et moi, pas un voyage organisé, avec un vieux camion transformé en camping-car et nous avons fait toute l'Algérie. En 87, je précise bien 87. Et là, nous avons été accueillis d'une manière formidable. Dans mon cursus algérien, mes parents avaient fait différentes régions d'Algérie, donc nous avions habité dans plusieurs maisons. Évidemment, chaque maison, nous avons été la voir de dehors. Automatiquement, les gens se mettaient à la fenêtre, comprenaient tout de suite qui nous étions, nous invitaient voir le thé, et nous disaient textuellement, vous êtes chez vous ici. Il n'était pas question qu'on reste chez eux, mais enfin, on a eu cette même réflexion en 4 ou 5 endroits. Et nous avons donc fait toute l'Algérie comme ça, en camping-car, quelquefois en dormant dehors, dans le camping n'est pas très bien organisé en Algérie, mais on l'a fait comme ça, au pied levé, dans des régions réputées dures du temps de la guerre. À ce propos, je dois dire aussi que j'ai pas mal de connaissances dans le monde sportif, et on s'est réunis autour de moi, tous les anciens athlètes, et chacun me racontait son histoire à sa façon. Et beaucoup m'ont dit qu'il y avait souvent des réunions entre anciens militaires français et anciens militaires algériens. Une sorte de confrérie militaire. Confrérie d'armes, disons. Et ça se passait toujours d'une manière formidable. Il n'y a pas d'acrimonie. Je ne dis pas que ça a duré, parce qu'en 87, tout allait bien. Quelques années après, le pouvoir a changé, la politique a changé, mais au fond, les Algériens sont d'Algérie, ont gardé des sentiments pour nous, et nous, vice-versa. Voilà ce que je veux vous dire. Merci. Concernant le silence, je voudrais donner une petite précision. Il
y a plusieurs personnes qui ont dit qu'il y avait eu le silence. D'abord, premièrement, il n'y a pas eu de silence absolu. Si vous lisez les écrits d'un historien reconnu par tous actuellement, qui est Benjamin Stora, qui a préfacé Azraïen, qui a préfacé aussi une autre bande dessinée, Octobre Rouge, de Didier Denax et Macot. Comment ? Octobre Noir, pardon. La notion d'imaginaire a été étudiée par Stora, en particulier par rapport au cinéma, puisqu'il s'intéresse beaucoup plus au cinéma qu'à la bande dessinée. Et il y a eu de nombreux films qui ont été faits sur la guerre d'Algérie dans les années 60-70. Ces films n'ont jamais rencontré de public. Donc je pense qu'il y a aussi, c'est une des choses dont il faut tenir compte, il y a un temps de latence et il y a un moment où on peut entendre des choses et où il y a un temps d'apaisement. Et je pense que c'est peut-être ce temps que certains jugent trop long ou qui a été trop long. Mais il y a eu des voix qui se sont élevées. Henri Alleg a écrit un bouquin qui s'appelait La torture. Bon, je sais qu'il a été... La question, il a été... C'était sur la torture, un bouquin sur la torture, ça fait La question, en effet. Mais qui a été censuré. Mais il y a quand même 110 000 personnes qui l'ont lu, ce livre, à l'époque, avant qu'il soit censuré. Donc je crois qu'il y a aussi cet aspect-là dont il faut tenir compte, c'est-à-dire l'aspect du temps et l'aspect de la durée. Peut-être que depuis une dizaine d'années, le temps, en effet, est venu de libérer la parole. Toujours pour éviter tout manichéisme, je disais qu'il faut se garder du silence, il faut témoigner. Et évidemment, c'est valable à la fois pour la France et pour l'Algérie. Et l'Algérie est une démocratie beaucoup plus jeune que la France, on comprend qu'elle met un peu plus de temps, mais ce silence est aussi très pesant en Algérie, et j'ai pu le constater quand je suis allé faire ce repérage. Évidemment, j'ai cherché un petit peu partout, notamment ce qui traitait de la guerre d'Algérie, et j'ai trouvé des bandes dessinées. Et j'ai été très surpris parce que quand j'étais gamin, je lisais ce qu'on appelait les comics, c'est les bandes dessinées souples qui parlaient très souvent de la guerre de 39-45 et qui en donnaient une image très caricaturale où tous les Allemands étaient méchants et où tous les Français étaient résistants et héroïques. À l'époque, on ne percevait pas en tant que gamin le côté ridicule de l'affaire, ça nous paraissait naturel. Ce n'est qu'après, en étudiant l'histoire, que j'ai vu combien ce genre de bouquin était néfaste. Et d'ailleurs, c'est avec les travaux plus tard d'Amoureux et autres qu'on a vu le véritable visage de la France sous l'occupation. Et j'étais très surpris parce qu'en Algérie, j'ai vu les mêmes exactement comics, avec d'ailleurs un graphisme extrêmement semblable, où tous les Français étaient méchants et où tous les Algériens étaient résistants. C'était assez drôle, c'était quand même assez récent, c'était il y a moins d'une vingtaine d'années. Et j'ai eu énormément de mal, évidemment, à faire parler les Algériens sur la guerre civile dans la guerre civile, puisque on parle du FLN, mais à côté du FLN, il y avait déjà, au départ le MNA. Il y a eu une lutte sanglante entre FLN et MNA, à la fois sur le terrain et à la fois en France, dans les règlements de compte. Et au sein même du FLN, il y a eu des purges terribles. Et ensuite, après même l'indépendance, il y a eu une guerre qui a continué en Algérie. Et tout ça, c'est quand même très difficile d'en parler. En tout cas, il y a 20 ans, c'est très très difficile pour les Algériens d'en parler. Et je crois que la réconciliation ne peut se faire que si la parole a lieu dans tous les domaines de cette guerre, hein, côté français, côté algérien, les problèmes qu'il y a eu entre Français, l'OAS, la lutte entre certains officiers d'active et d'autres appelés, les porteurs de valises, etc. Et du côté algérien, la lutte entre MNA et FLN, les purges, le problème des harkis, l'épuration,
tout comme d'ailleurs, mais il y a un parallèle quand même assez troublant, enfin pas assez troublant, mais assez flagrant entre ce qui a suivi la guerre de 40 et ce qui a suivi la guerre d'Algérie. Pendant très longtemps en France, on ne parlait absolument pas de l'épuration. On n'en a parlé que 20 ou 30 ans plus tard, et en Algérie, on ne parle pas non plus de cette épuration. Donc le travail de mémoire, il doit se faire absolument à tous les échelons de ce conflit. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions? Oui, monsieur. Oui, moi, je voulais avoir une réaction en tant que lecteur. Azraïen, je l'ai lu, j'ai vu après l'apparition il y a quelques années. Je ne l'ai pas relu tout récemment, là, mais ce qui m'avait frappé, c'était l'idée de tolérance, de donner la parole vraiment à de nombreuses sensibilités. Et ceux qui, au pire, enfin, c'est ma lecture, seraient ressortis négatifs, c'était des gens qui avaient les positions les plus tranchées de part et d'autre. Et là, depuis quelques dizaines de minutes, comme chacun présent dans la salle, j'ai entendu un certain nombre de souffrances et de témoignages de choses fortes. Je pense qu'on se situe souvent du côté des victimes, puisque toute guerre en fait de nombreuses. Et là, dans Azraïen, et je dis ça parce que derrière le mot bande dessinée engagée, on a quelquefois l'impression, là j'ai entendu parler de lutte un peu manichéenne, le bien et le mal. Et je pense que le bouquin de Michel Imbert et Jérôme Roger du même tonneau, mais je l'ai depuis hier, je le lirai après, je ne l'ai pas fait encore. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça, ce sont des choses qui peuvent faire parler des événements, parler des problèmes et les faire connaître. Donc, rien que pour ça, en tant que lecteur, si je peux me permettre, merci. Oui, je voudrais parler d'un aspect qui n'est pas directement dépendant de la guerre d'Algérie, mais qui a un lien avec le pillage colonial. Ce sont les expériences nucléaires qui se déroulaient dans le désert du Sahara, donc sur le territoire algérien, à Regan. Et comme je faisais partie des appelés qui étaient à l'une des expérimentations, je dois dire que nous étions un ensemble de 10 à 20 000 militaires sur cette base. Et l'explosion avait lieu à 40 km, nous n'avions aucune protection, sinon la consigne de se coucher par terre pour ne pas être balayé par le souffle et de fermer les yeux. Mais cette expérience se faisait sans aucun respect pour les populations sahraouis qui vivaient en particulier dans la palmeraie d'à côté, celle de Regan. D'ailleurs après, même quand elles sont devenues souterraines, il y a eu à nouveau des dégâts humains, enfin matériels et humains. Et or, c'était quand même pour mettre au point la première bombe atomique de France, pour se doter de cette arme nucléaire qui est redoutable. Et il ne faut pas l'oublier, parce que là aussi, il y a beaucoup de silence sur cette question. Et les luttes actuelles pour le désarmement nucléaire ne sont pas suffisamment popularisées, malgré les efforts qui sont faits par, d'une part, ceux qui ont souffert de ces irradiations. Je pense en particulier à l'action conduite par Michel Verger d'Angers, avec beaucoup de camarades militaires qui se sont trouvés atteints par ces irradiations, mais aussi par les mouvements qui luttent pour la paix, pour le désarmement. Il est donc, chaque année d'ailleurs, il y a, je crois, une journée de lutte contre l'armement nucléaire. Moi, une observation simplement, donc, par rapport à tout ce qui s'est dit, il faut faire une petite synthèse, hein, mais ce n'est pas la fin du débat pour autant. C'est effectivement ce que beaucoup de gens ont dit ici, c'est ce qui a pesé, c'est le silence. En fait, je retiendrai 2 ou 3 mots de ce qui s'est dit. Franck Giroud a dit, en fait, la haine, elle naît de la méconnaissance des autres. Et elle naît de la méconnaissance de l'histoire des autres. En fait, notre richesse, c'est la différence des uns et des autres. Et notre richesse aussi, c'est de connaître les autres. Voilà. Après, donc, il y a effectivement cette notion de silence, ça me semble important. Et je disais tout à l'heure à Didier Daninx que moi, à titre personnel, donc j'ai bientôt 60 ans, et j'ai découvert qu'il y avait eu 400 Algériens balancés dans la Seine en 1961. Et je l'ai découvert en lisant son livre « Meurtre pour mémoire ».
je n'avais jamais su avant. Comme je lui ai dit, un autre exemple, j'ai appris le massacre à Madagascar en 1945, au moment où notre pays était libéré de la barbarie nazie. On massacrait 45 000 personnes à Madagascar. Et je voudrais terminer que finalement, on a à apprendre des autres. Et il y a, comment dire, une importance capitale à ce que nos manuels d'histoire ne cachent pas les choses. Voilà, c'est important. Et je termine là-dessus. Quelqu'un a dit que je suis allé en Algérie, on a été super bien reçus par les Algériens. Et moi j'aimerais bien aujourd'hui qu'on dise aux Algériens qui sont présents en France, sans démagogie, parce qu'il y a des problèmes, ne les nions pas, ne les cachons pas, mais disons aussi aux Algériens, dans le respect des lois de la République, dans sa laïcité, vous avez bien vu. Voilà. Merci.